va le faire. Ça va même pas proposer un peu à boire. Je veux bien. Et puis, pour tout le... Non, une fois qu'on est levé, on est... Donc voilà, donc j'ai fait... donc on a à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, on fait des petites notes courtes. Et donc moi j'avais choisi de faire, parce que vous le savez, j'étais professeur de physique-chimie, de faire une note sur le stockage de l'électricité. Parce que j'avais rencontré des scientifiques. Moi, j'avais déjà dans l'idée, parce que c'était quelque chose qu'on sentait monter dans la société, comment va-t-on faire avec beaucoup d'énergie renouvelable? Est-ce qu'il ne va pas falloir mettre en place du stockage d'électricité? Ça va être compliqué, etc. Donc, j'ai été chargée de ce travail. Donc, j'ai fait des auditions, parce qu'on fait comme ça. J'ai fait des auditions sur plein de domaines, l'ADEME, des entreprises, EDF bien sûr, donc de multiples auditions pour me faire une idée. Et puis donc j'ai rédigé la note pour présenter les problématiques de l'avenir avec le développement des énergies renouvelables et est-ce qu'on aura besoin de stockage ou pas. Donc ce qui ressort de là, et je vais vous le résumer un petit peu pour vous donner quelques connaissances là-dessus. Alors d'abord, le stockage de l'électricité. J'ai concentré sur les 3 méthodes principales. Alors celles qu'on utilise le plus dans le monde, ce sont les STEP, c'est-à-dire les stations de pompage, et qui fonctionnent de la manière suivante. Vous savez ce que c'est qu'un barrage. Donc on peut mettre 2 bassins à des altitudes différentes et se servir de cette différence d'altitude. Parce que quand vous faites tomber de l'eau, vous pouvez actionner une turbine. Cette turbine est reliée à un alternateur et donc en faisant tomber de l'eau, vous créez de l'électricité par ce système turbine-alternateur. C'est le système d'un barrage. Mais quand vous avez de l'électricité en trop, parce qu'il y a beaucoup de production, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez vous servir d'une pompe, monter l'eau avec cette électricité en altitude et ainsi cette eau en altitude constitue un stockage. C'est-à-dire que vous pouvez la relâcher et elle produira à nouveau de l'électricité. Ça s'appelle des STEP donc. Ces STEP, on en a 6 en France. On a donc 6 installations. Dans le monde, la plupart du stockage d'électricité se fait de cette manière-là. On a également une autre possibilité, c'est avec des piles. Donc vous connaissez tous les piles. On peut donc charger ces piles et obtenir de l'électricité qu'on peut utiliser après en déchargeant les piles. Donc ça fonctionne avec des méthodes chimiques. Et la technologie des piles s'est beaucoup développée, notamment parce que, vous savez, on introduit maintenant, on va avoir des véhicules électriques, et donc on a beaucoup réfléchi là-dessus. On est sur une évolution très rapide des technologies sur les piles, et on pense qu'à terme, on va pouvoir même, moi j'avais auditionné des personnes compétentes là-dessus, à la fois l'Académie des sciences et puis vraiment des industriels, pour dire que la technologie évolue très très vite. On est en ce moment sur une technologie plutôt lithium-ion, avec le problème que peut poser ce genre de pile, à la fois sur la fabrication, sur les matériaux, etc. Mais on est en train d'évoluer, donc ça on est sur des piles où on va aller vers du solide, où on va aller vers du zinc-air. Alors quand vous entendez zinc-air, zinc c'est le métal zinc, et l'air, vous doutez que là ça pose déjà un peu moins de problèmes de matériaux. Donc ça évolue rapidement et on va arriver dans une technologie de rupture qui fera qu'on rentrera là-dessus. Donc ça pourrait être intéressant effectivement. Et puis la 3e possibilité de stockage, c'est le stockage d'hydrogène. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, toujours la même chose. Quand vous avez une production d'énergie en surplus, vous pouvez alimenter des électrolyseurs. Alors qu'est-ce qu'un électrolyseur? Eh bien, c'est un dispositif qui permet de faire passer du courant dans un électrolyte, c'est-à-dire de l'eau avec des ions pour permettre au courant de passer, et on obtient l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire la décomposition de l'eau. Alors l'eau, la molécule, c'est H2O, donc il y a l'hydrogène et l'oxygène, et on obtient un dégagement d'hydrogène à une des bornes. En fait, c'est un récipient avec deux électrodes qui plongent dans la solution. On fait passer le courant dedans, ça décompose l'eau, et on obtient, au bout des tiges métalliques qui trempent dedans, des petites émissions de gaz. Donc d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. Donc on peut récolter de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un gaz
qu'on peut stocker dans une citerne, dans un récipient, et puis le garder. Et puis après, bien sûr, quand on a ce gaz-là, on peut également, après par la technologie, pas inverse, mais un peu différente, eh bien, faire en sorte de refabriquer de l'électricité avec. Donc ça permet d'être une manière de stockage aussi d'électricité. Alors, voilà les trois. Alors, il existe encore une quatrième façon de faire, c'est en utilisant l'électricité qu'on a en surplus pour comprimer de l'air. On peut le faire dans des cavités. Bon, c'est une technologie qui n'est pas encore très avancée, donc moi, je n'avais pas trop développé. Alors ensuite, le stockage, est-ce que c'est une nécessité pour l'avenir proche? Alors d'après tout ce que j'ai entendu moi, de tous les gens que j'ai pu auditionner, j'ai auditionné donc l'ADEME, Réseau Transport d'électricité, RTE, la Creux, enfin etc., EDF, et tous les scénarios qui sont élaborés montrent que, en fait, d'ici 2035, c'est-à-dire on a quand même encore un peu de temps, hein, d'ici un peu plus de 15 ans, d'ici là, on n'a pas trop besoin de stocker l'électricité. Parce que ce qu'on a, et ce que peu de gens savent, c'est que nous sommes reliés, alors c'est le marché qui a fait ça. Vous savez très bien qu'on est rentré dans un marché concurrentiel et que tout a été connecté avec tous les pays d'Europe. Donc ça, c'est la loi du marché qui l'a fait. Et dans un sens, le petit côté positif que ça, c'est qu'on est relié aux autres pays. Et qu'il y a donc du foisonnement. C'est-à-dire des échanges. Mais c'est le marché qui fait ça, parce qu'il y a des ventes, et c'est même extraordinaire, on ne le voit pas, mais ça fonctionne comme ça. Des échanges perpétuels, des échanges de marché, quoi, d'électricité. Et donc, on est relié à tout le marché européen. Et quand il y a production, si nous, on a des problèmes parce qu'on a une centrale qui s'arrête ou quelque chose comme ça, quelque part, en Europe, il y aura des éoliennes qui vont tourner ou des panneaux photovoltaïques qui fourniront. Et ce foisonnement fait qu'il y a des équilibres qui s'installent. Donc voilà, ça c'est quelque chose déjà de positif. Et que du coup, il y a une espèce de régulation qui se fait avec tout ce qui est mis ensemble sur le réseau européen. Et puis la troisième chose, c'est que, vous savez, parce qu'on en entend beaucoup parler, vont se développer des tas de technologies, ce qu'on appelle les technologies d'effacement. Alors on a déjà un petit peu ça, si vous avez un ballon d'eau chaude, eh bien vous avez un petit peu ça, parce que votre ballon d'eau chaude va faire de l'eau chaude à des heures creuses, au moment où personne n'a besoin d'électricité, et en quelque sorte, c'est pas tout à fait, mais c'est presque un stockage d'électricité, parce que l'électricité que vous auriez voulu. Alors, il y a des tas de technologies maintenant qui vont se développer pour que ce soit encore plus pointu, et notamment avec les entreprises, pour faire en sorte qu'elles consomment de l'électricité au moment où c'est un peu en baisse au niveau de la demande et que ça puisse se réguler comme ça. Donc, ce qu'on appelle les technologies d'effacement. C'est-à-dire qu'on va réussir avec des tas de... Maintenant qu'on a plein de technologies... plein de technologies qui font qu'on peut réguler ce genre de choses. Donc c'est en train de se développer. Donc ça permettra aussi d'obtenir qu'on puisse gérer ça encore mieux. Donc finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, d'ici 2035, on n'a pas trop de problèmes de stockage d'électricité. Dès qu'on aura... Parce que les énergies renouvelables, il faut le dire, se développent pour l'instant pas suffisamment rapidement par rapport à ce qu'on devrait avoir. Dès qu'on aura enclenché un petit peu plus, parce qu'on n'a pas d'éolien offshore pour l'instant, enfin plein de choses qui ne sont pas encore mises en place dans notre pays, alors que dans d'autres, oui, quand on aura enclenché un peu plus fortement cette transition énergétique et plus d'énergie renouvelable, là, on pourra se poser la question, peut-être un peu plus, parce qu'on aura ces choses-là. Par exemple l'été, si on a beaucoup de panneaux photovoltaïques, on aura une production intéressante d'électricité et peu de consommation. Donc là, ça peut être intéressant, parce que le prix va baisser, de le stocker, pour le garder éventuellement pour l'hiver, etc. Donc là, ça pourrait être intéressant de stocker sous la forme d'hydrogène. Parce que pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que les électrolyseurs coûtent cher. La technologie n'est pas tout à fait aboutie, même si on est en train de faire plein de recherches. J'ai rencontré un laboratoire du CEA à Lytton, à Grenoble, qui travaille là-dessus
pour faire en sorte d'affiner les technologies d'électrolyse de l'eau. Les électrolyseurs, il faut qu'ils fonctionnent un certain nombre d'heures pour qu'ils soient rentables. Enfin, il y a tous ces problèmes économiques qui sont liés. Mais si on arrive à avoir suffisamment de renouvelables et à avoir un coût qui baisse pour avoir de l'électricité pas chère, peut-être que ça vaudra le coup de le stocker. Et après, alors si on stocke avec l'hydrogène, c'est magnifique parce que c'est stocké, c'est un stockage qui est long. Parce que le stockage, il est lié aussi aux diverses technologies. Le stockage par les steppes aussi est intéressant. Parce que là, on peut l'utiliser quand on veut, ça répond, on a une réponse très forte immédiatement, parce qu'il y a tous ces problématiques-là qui sont aussi liées à ça. Ce qui est aussi par rapport au développement du renouvelable, avec les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, c'est que pour maintenir les réseaux tels que ça fonctionne chez nous en France, et dans tous les autres pays d'ailleurs, le maintien des fréquences sur les réseaux, il est assuré par les grosses machines tournantes qu'on trouve dans les barrages, dans les grosses centrales, les centrales nucléaires. C'est ce qui maintient le réseau et qui permet la réponse, et s'il y a des baisses de fréquences, etc., de répondre rapidement. Pas avec des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc, voilà, comment ça va se passer, comment on va arriver à... personne ne le sait encore vraiment. Et même la technologie du stockage, il y a des recherches, il y a des laboratoires qui recherchent sur l'hydrogène ou plutôt sur les piles, etc. Les piles aussi peuvent servir à un moment de faire du stockage. Quand on aura beaucoup de véhicules électriques, ce qu'on m'a dit, c'est que quand vous brancherez votre voiture, vous serez branché sur le réseau et qu'éventuellement, bien sûr, vous chargez votre batterie, mais vous pouvez à des moments, quand vous n'en servez pas, ça peut être réversible et assurer le réseau en réinjectant dans le réseau, et ça peut être des technologies comme ça réversibles. Moi, ça me paraît compliqué, mais finalement, avec les technologies du numérique, ça ne doit pas l'être tant que ça. Voilà, donc c'est toutes ces problématiques-là que j'ai traitées, avec évidemment pas des réponses définitives, parce que tout ça est en train de se mettre en place, avec la technologie des batteries qui évolue, avec l'hydrogène, on recherche, et puis on essaye de baisser les coûts des électrolyseurs. Donc tout ça, c'est l'avenir. En tout cas, dans un avenir immédiat, il n'y a pas vraiment de nécessité de penser réellement à du stockage. Voilà. Merci. Donc moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'énergie, à la différence d'Angèle Préville. Moi, je vais simplement préciser, redescendre à l'échelle d'un projet comme le projet citoyen Céléouat à Bringues, comment pour nous se pose cette question de l'intermittence et du stockage. Donc quand je dis nous Céléouat, nous produisons, donc c'est ce petit parc de Bringues, donc c'est 250 kW crête, c'est 300 à 350 000 kWh par an, donc ça concerne environ 230-250 habitants, la population d'une petite commune. Pour le moment, c'est ça l'échelle à laquelle je vais parler. Donc c'est du photovoltaïque, on est donc intermittent. La nuit, on produit zéro, la journée, on a du soleil, et on est aussi intermittent, on produit beaucoup moins en décembre qu'en juillet. Mais contrairement à ce qu'on pense souvent, on ne produit pas rien en décembre. L'échelle, c'est de 1 à 4, ça veut dire que même en décembre, le parc de Bringues, il alimente à peu près une soixantaine de personnes qui sont autour. C'est pas rien, mais c'est quand même une grosse intermittence. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette intermittence? Quelles sont les options avant d'en arriver au stockage, qui était l'enjeu principal pour ce soir? La première possibilité, c'est de combiner les différents types d'énergie renouvelable, parce que leur intermittence n'est pas en même temps. Il peut y avoir une pointe de soleil, pas de vent, et l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous à l'échelle, qu'on prenne le Grand Figeac ou l'autre, c'est à peu près la même histoire. On n'est pas dans une zone très ventée. À part le Haut-Ségala, il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, de projets d'éolien en développement dans le Lot. Donc, ce n'est pas un complément facile à l'intermittence photovoltaïque. Deuxième possibilité, l'hydroélectricité. Donc là, on a quelques installations. Le barrage de Cajar, par exemple, sur le Lot. On a un petit peu de production sur le Célé. Il y a quelques projets éventuellement citoyens en gestation de remise en état de produire d'anciens moulins, sous réserve que les conditions à la fois économiques et sociologiques de leur remise en état puissent se concrétiser. Mais l'hydraulique a un grand avantage, j'aime bien l'expression du directeur d'EDF Hydro Massif Central, qui présente l'hydroélectricité comme la grande sœur bienveillante des ENR. C'est une expression qu'il avait utilisée cet été lors d'un débat à Marcillac. Grande sœur, oui, parce que c'est la première énergie renouvelable de flux, c'est-à-dire une énergie qui ne
pas un stock, comme un stock de charbon ou un stock d'uranium, mais qui utilise un flux qui se reconstitue à l'échelle du temps humain. Donc c'est la grande sœur parce qu'elle était la première, et elle est bienveillante vis-à-vis des ENR parce que, comme ça a été expliqué pour les steppes, à la fois ça produit l'électricité et ça permet d'en stocker. Donc on peut imaginer les barrages comme étant un bon complément. Alors là, quel est le potentiel dans le Lot? On n'est quand même pas tout à fait le château d'eau qui est le Massif central. Là où les rivières sont de taille suffisante pour être régulées, type le Lot, on sait que ça va continuer à permettre une production significative. Pour le reste, on a un peu des sujets d'inquiétude. Il y avait eu ce printemps une très bonne présentation de l'agence de l'eau Garonne-Adour, et l'hydrobiologiste qui était là disait il va falloir que les Lotois rentrent dans leur vocabulaire d'ici 20 à 30 ans le terme oued. Parce que d'après elle, le Célé et ses affluents, ça deviendra des oued en fin d'été. Non pas que la quantité de pluie qui tombe va diminuer, mais le régime va beaucoup se modifier. Notamment, il y aura pratiquement plus de neige, c'est les prévisions dans le Massif central, donc ça s'écoulera beaucoup plus au printemps, et puis plus rien pour s'écouler, il n'y aura pas l'effet retardement qu'on va dire lié à un manteau neigeux. Donc ça, c'est quand même une hypothèque sur l'hydroélectricité, puisque finalement, pour des petites installations, l'intermittence va s'accroître. Parce que si le cours d'eau s'arrête, il n'y aura plus de production. Donc l'hydroélectricité est une grande sœur bienveillante, mais dans notre situation à nous, qui aura un peu de mal à maintenir son niveau de bienveillance. Donc complémentarité, oui, pour un petit projet comme le nôtre au Tourneroux, mais on voit qu'elle est quand même limitée. La deuxième option, elle est même dans les statuts de Céléwatt, c'est d'aider au scénario négawatt, de baisser notre consommation électrique, parce que ça, avant de la stocker, l'hypothèse, c'est de la baisser, ou éventuellement de la remplacer par une autre source d'énergie qui ne soit pas l'électricité. Alors là, vous savez qu'on est les champions européens du chauffage électrique. Bon, c'est clair que dans le Lot, il y a un potentiel pour remplacer une partie du chauffage électrique par différents types de chauffage avec le bois. Je pense que Alban de Quercy Énergie est là, il pourrait le dire, et d'autres beaucoup mieux que moi, mais on substitue l'électricité par un autre usage. Troisième hypothèse sur la façon dont on utilise cette électricité, c'est le décalage dans le temps. Donc si on est aujourd'hui un habitant autour de Bringues, il faut oublier le message qui était celui d'il y a 20 ans, notamment parce qu'il fallait écouler de l'énergie nucléaire la nuit, qui était brancher votre lave-linge après 11 h le soir. Si vous êtes à côté d'un parc solaire et que vous recevez donc l'électricité qui en vient, il faut brancher votre lave-linge à midi, pas à minuit. Ça, c'est des habitudes qu'il va falloir changer pour s'adapter et donc utiliser au moment où l'électricité est produite. La troisième option pour nous, elle vient d'être bien expliquée, c'est l'interconnexion des réseaux. Parce que ça fonctionne entre pays, mais ça fonctionne aussi à l'intérieur d'un pays. Nous, on n'est pas loin du Massif central qui a des barrages, on n'est pas très loin de l'autre qui a beaucoup d'éoliennes. Et donc, cette interconnexion régionale, elle permet aussi de pallier l'intermittence de notre production, disons, lotoise photovoltaïque, si c'est là qui est la possibilité. Il y a aussi l'option de l'autoconsommation, parce que dans ce cas-là, on se débrouille soi-même. Mais là, pour qu'elle soit vraiment intéressante, il faut, comme dans l'exemple du lave-linge, produire isolément du réseau au moment où on consomme soi-même, parce que pour le reste on a vraiment besoin du réseau. Donc là aussi peut-être il y a à Figeac un exemple d'installation en toiture sur une usine, on va pas faire de pub, mais une des grandes usines de Figeac, et là on produit sur le toit et l'électricité est consommée immédiatement quelques mètres en dessous dans les ateliers dans la journée. Là la question du stockage ne se pose pas puisque la consommation elle est immédiate. Et puis la quatrième option, c'est celle qu'Angèle Préville vient de détailler, c'est le stockage. Vu d'un petit projet citoyen comme Céléwatt, la phrase très importante qui a été dite ce soir, c'est de rappeler que, quelles que soient les évolutions technologiques et autres, jusqu'en 2035, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de facteur limitant lié au stockage. Donc il n'y a pas de facteur limitant. Donc j'ai envie de dire, allons-y, continuons à développer les petits projets photovoltaïques citoyens dans le Lot. L'argument du stockage n'est pas un frein, et c'est ça pour nous le message qui est important. Donc je termine en disant, Jean-Luc a fait une allusion, on est actuellement en discussion avec le conseil municipal de Caraillac pour démarrer un deuxième petit parc l'année prochaine sur le même modèle de Bringues, aussi un parc citoyen, aussi 250 kW crête, aussi vendu à Enercop.
Et en plus d'être un projet d'énergie renouvelable, il faut dire aussi que c'est un projet qui est vertueux en termes d'économie, puisque les énergies renouvelables sont soutenues en France, et c'est une bonne chose. Mais là, on est dans un projet qui n'est pas soutenu publiquement. Si vous mettez des panneaux sur votre toit, vous avez un prix garanti, qui est grosso modo 2 fois le prix du marché. C'est notamment les installations agricoles et autres. Si vous faites un grand parc au sol comme à Grama, vous répondez à un appel d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui vous garantit un complément de prix. Et ce prix garanti sur un toit agricole, ce complément de prix via la CRE, il est payé par tous ceux qui consomment de l'électricité, donc à peu près tous les citoyens, par une petite ligne spécifique qui s'appelle la CSPE, Contribution au service public d'électricité, si je ne me trompe pas. Et c'est ça qui fait dire à la Cour de compte que les énergies renouvelables coûtent cher. Si vous avez un peu de malaise par rapport à cette situation-là, c'est une raison de plus pour investir dans un projet citoyen comme le nôtre, puisque c'est un projet avec un contrat privé, de gré à gré. Il y a 0 soutien au prix de l'État. En fait, ça fonctionne parce qu'un certain nombre de personnes en France acceptent d'être clients d'Enercop et donc de payer un peu plus cher leur électricité pour qu'elle soit renouvelable. Un peu comme on accepte de payer plus cher éventuellement un potimarron ou des tomates cultivées en bio dans la vallée du Célé plutôt qu'ils arrivent de Rungis. Et donc, c'est sur un contrat privé que Céléwatt peut travailler grâce au soutien d'Enercop et, en principe, va développer ce deuxième parc. Il nous reste un tout petit point d'interrogation lié au coût de connexion d'Enedis, parce que le COS a l'inconvénient d'être dur et les tranchées d'y coûter plus cher qu'ailleurs. Et donc, le coût de raccordement dans le Lot est relativement élevé comparé à d'autres régions. Si le coût de raccordement rentre dans notre schéma financier, on démarrera ce deuxième projet. Et donc, ça sera ça ma conclusion, puisqu'on n'a pas de limite en termes de stockage jusqu'en 2035. Allons-y et vous êtes les bienvenus pour participer au développement d'encore d'autres petits parcs sur le Grand Figeac. Bien, on va vous donner la parole. Moi, j'aurais juste 2 questions par rapport au stockage. Une question sur les batteries. J'ai beaucoup entendu parler des batteries carbone. Qui aurait un avantage important, c'est d'abord qu'elle n'utilise pas du tout de métaux rares, et qui aurait un deuxième intérêt, c'est qu'elle se chargerait, alors ça dépend des sources, mais entre 100 et 1000 fois plus vite que les batteries ordinaires, ce qui ferait que vous pourriez faire le plein de votre voiture à peu près dans le même temps que vous faites le plein avec un... Et ça, c'est la première question. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu ça pour en dire plus. Et la deuxième question, qui m'a aussi beaucoup interrogé, c'est au niveau du stockage de l'hydrogène. Apparemment, on peut stocker l'hydrogène sous forme solide. C'est-à-dire qu'il y a une société en France qui produit des galettes où il stocke de l'hydrogène mélangé à du métal, apparemment du magnésium, et que là aussi, donc, ça offre des possibilités extrêmement importantes. Il y avait un petit reportage à la télé là-dessus, où apparemment cette société est en voie de développement et aurait déjà un an de commande assuré. Donc ça résoudrait quand même une question du stockage de l'hydrogène qui est quand même intéressante. Mais je n'en sais pas plus, c'est plus ouvrir des questions. Et enfin, la troisième question, si ça revient à la question des batteries, je crois que l'évolution de la question des batteries, c'est quand même très intéressant pour la question de l'autoconsommation. Bien sûr. Et chaque fois qu'on se tient à un stand Céléwatt dans une ferme, dans une fête ou quelque part, on a quand même pas mal de gens qui viennent nous voir en nous disant qu'ils sont en train d'étudier de l'autoconsommation et que je trouve que ça serait intéressant. Donc maintenant, je sais qu'on peut les adresser à Quercy Énergie pour qu'ils aient un peu des conseils, mais voilà. Donc maintenant, à vous la parole. Bien. Je vous demanderai d'être concis dans les questions pour qu'il y ait une richesse du débat le plus possible. Vous avez compris qu'ici, il y a également donc l'équipe de Quercy Énergie, son président, son directeur, qui peuvent apporter sur le terrain des précisions techniques. Et nous avons également des élus locaux, le maire de Figeac, le Grand Figeac est présent.
Donc ça va nous permettre d'avoir un débat assez riche dans divers domaines. Vous avez compris qu'on a eu 2 volets ici. Il y a le volet qui a été présenté par la sénatrice, donc avec les questions qui se rapportent au stockage de l'énergie. Et par ailleurs, il y a tout l'aspect sur nos territoires avec l'exemple de Céléwatt. Voilà, donc je distribue le micro. Bonjour. Du coup, moi, je me pose une question, c'est sur le stockage de l'énergie et de la technologie en elle-même. Est-ce que ça pose pas la question du brevet ? À mon sens, si une entreprise trouve une super solution pour stocker de l'hydrogène solide, la première chose qu'elle va faire, c'est poser un brevet pour que ça lui rapporte de l'argent, même si la technologie, elle n'est pas aboutie. Mais est-ce que cette chose-là va pas poser un frein pour que d'autres entreprises et d'autres personnes puissent chercher sur le même sujet ? Oui, c'est vrai. On continue les questions ou vous répondez? Ouais. J'ai une réponse. Oui, enfin, sur ce sujet-là, bien sûr. Là, par contre, du coup, ça sort de mon domaine de compétence, parce que les dépôts de brevets, c'est sûr qu'on peut toujours le faire. Ça a toujours fonctionné comme ça, en plus. Donc, oui, ça peut être un frein au développement de certaines choses. Après, ce qui est de la technologie de produire l'hydrogène, c'est extrêmement simple. Donc là, il n'y a pas de brevet. C'est des connaissances scientifiques. Après, c'est peut-être à chaque industriel qui voudra le faire, ou chaque société qui voudra le développer, de trouver. Mais il y a des chercheurs qui sont du CEA, qui mettent, enfin, qui, je pense, enfin, je ne sais pas s'ils déposent des brevets. C'est vrai, je ne me suis pas posé la question après. Donc, ces technologies. Oui, je ne sais pas trop quoi dire là, parce que c'est vrai que ça. Mais tout ce qui est après. Qui génère, oui, forcément il y a des brevets, il y a des protections, etc. C'est un peu comme la problématique du libre en informatique, en fait. Oui. Après, la technologie de l'électrolyseur, c'est tout simple. Donc. Mais à l'échelle d'un particulier, stocker de l'hydrogène, c'est quand même hyper dangereux. Ah, mais comme c'est dangereux comme tous les hydrocarbures, hein. C'est pas plus dangereux. Oui, Le propane, le butane, tout ça, c'est explosif aussi. Hein. C'est pareil. C'est-à-dire qu'une étincelle et votre... donc on sait gérer ça. On a, pour les bouteilles de propane, butane, on a des récipients bien solides avec des tas de choses, donc on peut faire pareil pour l'hydrogène. Je pense que là, de ce côté-là... Voilà. Une autre question. Oui, c'est pour rebondir un peu sur l'autoconsommation. Il y a une technologie qui est en développement et qui est sur le point de sortir en France. Alors, justement, j'étais venu un peu pour savoir s'il y avait des échos là-dessus. C'est une entreprise française qui s'appelle Energy Estro et qui va sortir une technologie qui est basée sur un principe de volant inertiel. C'est un système de cylindre en béton précontraint dans une chambre sous vide. Et ce sera une manière de stocker l'énergie. Il y aura un moteur en haut, une bobine, et c'est une technologie très très simple en fait, qui existe déjà depuis longtemps dans l'industrie, c'est ça, ouais. Mais qui est développée en France pour être économiquement viable, et ce sera quelque chose qui sera abordable dans un ordre de grandeur de 5 000 €, quelque chose comme ça, pour une maison de particulier. Et ça va sortir en 2021, et je voulais savoir si vous aviez rencontré des gens sur... Moi, j'ai rencontré un chercheur de l'Académie des sciences qui m'a parlé de ce sujet de l'autoconsommation. Et qui m'a dit, après je l'ai gardé en mémoire, que dans la société, enfin, dans le monde dans lequel on vit, il faudrait, vu peut-être tout ce qu'on va être amené à connaître, peut-être que chacun ait la possibilité, déjà chez soi, d'avoir une petite autonomie, au cas où, et il me disait au moins de recharger son téléphone pour pouvoir contacter en cas de, voilà, je sais pas, de catastrophe, etc. Et que donc, lui, il voyait ça, effectivement, que tout le monde tout le monde ait quelque chose pour se produire une petite quantité d'électricité et pour être à l'abri d'être isolé tout seul, etc. Moi, je trouvais que c'était une idée intéressante aussi. C'est un peu compliqué, là, dans les lois qu'on vote, parce que c'est très difficile à faire passer, cette histoire d'autoconsommation. Ça, pas du tout, voilà. On sait très bien, il y a des grosses pressions pour qu'on ne le fasse pas. Après... EDF participe, enfin,
capital. Oui, parce que on sent bien que c'est la tendance et qu'il va falloir un peu rentrer là-dedans. Donc effectivement, les volants d'inertie, c'est une... Alors j'en ai pas parlé, mais c'est une bobine, hein, donc on fait tourner en fait le courant rond là-dedans. Donc voilà, c'est... C'est une masse en fait. Oui, c'est une masse, c'est ça. Mais finalement, le courant, il circule dans la bobine. Il est produit en fait par la bobine. C'est ça, qui c'est est ça. immobile et la masse en fait que ça crée un... Et donc on peut le faire ressortir après à tout moment. Voilà. En fait, c'est une technique pour lisser en fait. Oui. On a une production dans la journée et on consomme généralement C'est le ça. soir. Ouais. Du coup, l'idée c'est de stocker pour que en soirée, justement, l'énergie qui a été produite la journée puisse être consommée. Et sinon, le reste de la journée, après, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'avec les volants d'inertie, la décharge en fait est très rapide et que donc on n'a pas d'électricité. Pour 24 heures, c'est pas pour plus. Voilà, c'est ça. C'est parce que toutes les technologies de stockage, en fait, il y a toujours l'histoire de la puissance, l'histoire de la décharge en combien de temps, etc., qui rentre en ligne de compte. Donc il y a plein de critères comme ça à voir. Donc si c'est 24 heures, c'est déjà pas mal. Je sais pas, c'est ce que... Mais ça me paraît beaucoup. Parce que moi, les volants d'inertie, je pense que c'est un peu moins. Mais bon. On va passer à la question suivante. Bonsoir, alors je voulais juste donner d'abord une précision sur le CEA. Donc le CEA est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc à ce titre, il dépose des brevets. Oui, bien donc sûr, le LITEN dépose des brevets, les gens qui travaillent sur les réservoirs hydrogène déposent des brevets, etc. Donc ma question, moi, elle était plutôt pour les 15 ans qui viennent. Donc l'OPE-CEST, finalement, est-ce qu'il a un pouvoir d'orienter les recherches pendant les 15 ans qui viennent? Est-ce qu'il a un budget pour ça? Ou comment ça se passe notre exactement? office parlementaire, vous voulez dire? Oui. Ah non, nous on est des parlementaires, donc on fait des rapports, on auditionne des gens, et puis on essaye, en quelque sorte, d'être plus à même d'avoir des connaissances pour pouvoir après légiférer, parce que c'est ce qu'on fait, on légifère. On fait des choix après en politique. Et que donc cet office il est là, mais du coup c'est pas toute l'Assemblée nationale et tout le Sénat, c'est que quelques sénateurs et que quelques députés, on est une quarantaine en tout, qui travaillons, en fait on fait ça, on auditionne et puis on essaye d'enrichir nos connaissances de manière à pouvoir faire des choix éclairés après. Ça va pas plus loin que ça. Après c'est toujours intéressant d'avoir des contacts avec les chercheurs, de les rencontrer, de les auditionner, de leur poser des questions et puis de faire passer certains messages aussi. Mais ça va pas plus loin que ça. Voilà. Parce qu'on parle des volants d'inertie, c'est une question que je voulais poser. Donc du coup, ça part peut-être dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un pilote de l'avion pour dire non, il vaut mieux peut-être faire des... Ah, pour les chercheurs? Oui. Mais nous, on n'a pas du tout la main dessus, du tout. Non, pas du tout. Nous, c'est... disons que... les parlementaires, on légifère, puis on a un pouvoir de contrôle. Donc c'est vrai que certaines académies ou instituts, etc., on les auditionne et ils nous rendent des comptes sur ce qu'ils font. Après, on n'est pas expert dans tous les domaines et c'est assez compliqué, mais je pense qu'au sein de ces instituts, de ces organisations, il y a des choses qui sont décidées et qui dépendent aussi des chercheurs. Voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on peut dire aussi ce qu'on pense sur ces sujets-là. Et voilà. Mais après, voilà. C'est pas... En fait, est-ce que les parlementaires, on voit au chapitre par rapport au choix du gouvernement en matière de recherche, par exemple, sur le ministère? Ah non. Alors, c'est justement à ce sujet-là, tout ce qui concerne, par exemple, sur l'éducation ou sur la recherche, on ne rentre pas du tout dans le détail. Nous, le choix qu'on fait, c'est les choix des budgets, c'est tout. C'est-à-dire on va tous les ans voter le projet de loi de finances à la fin de l'année, on va le voter là en décembre, et donc on a les crédits recherche, etc. qui sont, alors voilà, ils sont à tel niveau, ils diminuent, ils augmentent, et on peut monter au créneau pour défendre, c'est tout, pour dire voilà qu'il faudrait mettre plus. Après c'est un budget global, et si on enlève à un endroit, il faut en remettre ailleurs, enfin voilà, c'est un système de vase communicant. On n'a pas trop de marge de manœuvre par rapport à ça. C'est à la marge. Bien, question suivante.
Dans la loi sur la transition énergétique, il y a quelque chose sur le stockage, justement? Non. Non, pas vraiment. Il y a évidemment, alors maintenant, donc jusqu'à présent, la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous les parlementaires, on n'y était pas associés. Donc maintenant, c'est inscrit que nous, on l'aura, ce sera présenté et on le votera. Bon, c'est la grande nouveauté et c'est bien, parce qu'on pourra agir un petit peu plus. Alors nous, ce qu'on a fait sur la loi de transition énergétique, on a mis des choses dans le projet de loi. Par exemple, on a parlé d'hydroélectricité. Donc moi, je connais les problématiques sur le Lot. J'avais rencontré des acteurs sur le territoire qui m'ont dit que ce serait bien de développer la petite hydroélectricité. Parce que les seuils sont là, et etc. Ça n'a pas... Enfin, moi, j'ai compris que ça n'avait pas quand même un impact tel sur l'environnement qu'il ne faudrait pas le faire. Et plutôt au contraire. Et en tant que physicienne, je trouve bien sûr que c'est très important. Parce que, comme je l'ai dit, les centrales, même une petite centrale hydroélectrique, c'est une machine tournante qui donne de la stabilité au réseau et aux fréquences. Donc on a réussi à le mettre. Moi, je l'avais chiffré dans un amendement, ça n'a pas été retenu. Donc ce qui figure dans la loi maintenant, c'est quand même la mention de la petite hydroélectricité, et il figure favorise la petite hydroélectricité, c'est tout ce qu'on a réussi à mettre. Bon, c'est déjà pas mal. Moi, j'aurais voulu que ce soit chiffré par rapport à l'hydroélectricité sur un pourcentage. Bon, ça n'a pas été accepté, donc peut-être que les choses évolueront, puisque maintenant, c'est inscrit dans la loi malgré tout. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va nous falloir développer. Et d'après ce que j'ai compris, j'avais reçu, c'était la fédération, je crois, de la petite hydroélectricité, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette fédération, où on m'avait mentionné qu'il y avait des problèmes en Occitanie, avec les projets qui n'étaient pas trop retenus et qui ne démarrent pas vraiment par rapport aux autres régions. Donc j'en ai parlé à M. Malvy, qui est président d'Adour-Garonne. Je lui ai dit qu'il fallait avoir de la vigilance par rapport à ça, parce qu'il y avait trop de freins à ce développement. J'ai une question sur les STEP, qui sont des outils actuels maîtrisés STEP, vous technologiquement. pouvez préciser Une sorte de transfert d'énergie par pompage. Voilà. Est-ce que le débat en cours sur l'ouverture à la concurrence pour la gestion des grands barrages, qui aujourd'hui sont tous gérés par EDF, avec la possibilité d'avoir d'autres acteurs européens qui rentrent, est-ce que les STEP sont inclus dans cette ouverture ou pas? Je pense, oui, bien sûr. Alors, sur l'ouverture à la concurrence. Alors, vous savez, en ce moment, ces choses-là ne sont pas vraiment décidées encore. Même si moi, j'ai posé la question d'actualité au gouvernement, je crois que c'était en juillet, pour demander à la ministre de s'exprimer là-dessus. Si on allait passer à l'ouverture à la concurrence, ce qui avait toujours été reporté jusqu'à présent. Donc, le message était oui, mais entre-temps, vous avez entendu parler du projet Hercule, qui serait la scission d'EDF en 2 établissements, avec le nucléaire qui serait avec l'hydraulique, et puis les énergies renouvelables à part. Donc tout ça, c'est pas encore décidé, ni comment ça va se faire, etc. Donc on attend de voir ce que le gouvernement décidera. Donc visiblement, l'hydroélectricité serait mise avec le nucléaire pour rester dans le giron de l'État. Parce que vraisemblablement, ils essayent de faire ça. Et mettre le renouvelable en privé. La partie EDF renouvelable en société privée. Enfin, c'est tout bon. Alors, alors, moi, ce que je voudrais mentionner, parce qu'on parle d'EDF, ce que je voudrais mentionner, et je pense que la plupart d'entre vous ne savez pas, ou j'en avais vaguement entendu parler, c'est le système de l'AREN, c'est-à-dire de l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Alors, vous savez ce qui a été décidé il y a quelques années déjà, parce que c'est l'Europe qui nous obligeait à l'ouverture, etc., à la concurrence, et que donc comme EDF était seul sur le marché de l'électricité en France, on a mis en place ce système de l'AREN. Alors c'est quoi? C'est que EDF vend, alors normalement à des fournisseurs alternatifs qui étaient censés commencer leur activité, etc., une partie de son électricité nucléaire, à un prix réglementé, afin que ces fournisseurs puissent pratiquer des prix qui puissent être en concurrence avec ceux d'EDF. Donc il y avait 100 TWh de votés depuis 2007, je crois.
Et ce qu'on a inscrit dans le projet de loi qu'on a voté, enfin, moi j'ai pas voté, j'ai voté contre, en juillet, là, et on a eu la commission mixte paritaire hier matin, et on a voté contre nous à nouveau, c'est que cette ARENH a été déplafonnée. C'est-à-dire qu'on avait déjà 100 TWh depuis déjà quelques années, et normalement les fournisseurs alternatifs, c'est bon, ils ont eu accès à ce nucléaire historique pour commencer leur activité, afin de pouvoir être en concurrence avec EDF, et que normalement ils ont bénéficié du système, parce que finalement ils ne font que acheter et revendre, parce qu'aucun d'entre eux ne s'est mis à produire de l'électricité. Or ils s'appellent bien les fournisseurs alternatifs. Alternatifs de quoi, on ne sait pas trop. Et que finalement, on apprend que c'est Direct Energy a été racheté par Total, etc. Et que finalement, c'est ces grosses entreprises qui vont faire de l'argent avec l'électricité historique de notre EDF, quoi. Et que dans la loi, on vient de déplafonner l'ARENH. C'est-à-dire que déjà, il y avait 100 TWh, on est passé à 150. Ce que moi j'ai dit dans l'hémicycle, c'est une spirale de la mort pour EDF. Parce que EDF perd des parts de marché, 100 000 clients en moins par mois en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a déjà des millions de clients qui ont quitté EDF. Mais en plus, on fragilise. Et même si EDF est ce qu'il était, il faut quand même voir qu'on a tout le parc nucléaire qui est géré par EDF, quoi. Et donc, on a des problématiques. On a un moment de l'histoire où les centrales sont vieillissantes, où elles subissent des arrêts parce qu'il y a le grand carénage, vous savez, c'est refaire, etc., pour qu'elles puissent fonctionner plus longtemps, une partie. Il y a des problèmes de sécheresse, donc il y a des arrêts aussi. Donc, EDF produit moins, doit céder plus à ses concurrents, perd des... Enfin, bon, c'est une catastrophe. Et c'est quand même... c'était quand même notre service public au départ. Merci l'Europe. Oui, voilà, merci l'Europe. Mais c'est surtout que la façon... et nous, on était... Et c'est principalement parce qu'on était contre ce déplafonnement de l'ARENH. Et je ne sais pas où ça mène. Parce qu'on va avoir à gérer... je veux dire, nous, collectivement, on a quand même sur les bras les déchets nucléaires. On a la... parce que moi, j'ai interrogé sur... on a eu une directrice EDF l'autre jour en audition. Et je lui ai demandé, mais l'histoire de la responsabilité, au cas où il y a un accident nucléaire, la responsabilité, est-ce que c'est Total qui va assumer une partie? Puisque Total rachète une partie d'électricité pour le revendre. Finalement, Total se sert de cette électricité-là. Ah ben non, c'est EDF qui sera responsable, donc comme c'est l'État, c'est un petit peu nous tous, voilà quoi. Il y a quand même, je veux dire, on ne peut pas oublier qu'avec le fonctionnement des centrales, il reste un risque d'accident. On peut faire comme si ça n'existait pas, mais on a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si un jour on a un accident. Donc c'est un système très bizarre qui s'est installé, une dérégulation totale de cette électricité. C'est très inquiétant. Et là, vous allez entendre parler de ce projet Hercule, je ne sais pas comment ils vont le présenter, je ne sais pas trop ce qui manigance, comment faire, etc. Mais je pense qu'on va être les grands perdants. Parce qu'on va avoir le nucléaire qui va nous rester sur les bras, et toute la partie peut-être qui est en progression avec une dynamique sur le renouvelable, société privée. Voilà. Ça aussi, c'est les enjeux d'électricité actuels qui nous préoccupent beaucoup. Alors nous, le gouvernement, on l'interroge, on le talonne, etc. sur ces sujets-là. Pour l'instant, c'est pas tout à fait sorti. C'est un éventuel projet. Voilà. Bertrand, sur la dérégulation, non? Ouais. Non, là, je change de casquette, je ne parle pas en tant que Céloate, ma titre personnelle. Non, c'est sur le Merci l'Europe. Je crois que ce que vient de dire, je suis un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, voilà. Non, je crois que l'important, c'est de voir la façon dont on raisonne sur notre cadre historique. Donc moi, je partage tout ce qui a été dit sur les inquiétudes d'un EDF pauvre qui va gérer du nucléaire, et ça sera un risque pour tout le monde, qu'on soit client de l'un ou de l'autre. Mais ça, c'est une situation qui est française. Il faut voir que le développement des énergies renouvelables, il a été permis dans d'autres pays européens avec la même réglementation européenne. Donc c'est pas d'abord une question européenne, c'est une question de choix. Il y a des pays européens qui décident d'encourager l'agriculture biologique avec la même PAC que d'autres pays qui ne l'encouragent pas.
Il y en a qui payent leurs agriculteurs bio pendant leur phase de transition, et il y en a qui ont des retards de 2 ans avec le même règlement. Voilà, simplement, je veux dire, on est influencé par notre cadre national de réflexion, et c'est normal, mais moi je me souviens un jour, habitant en Belgique, avoir vu Enercop qui faisait un communiqué victorieux en disant on a obtenu 10 000 clients pour des énergies purement renouvelables en France. Enercop, c'est magnifique. Moi, je me suis dit, mais c'est ridiculissime. Ils sont à 600 000 leur équivalent en Belgique, alors qu'il y a 6 fois moins d'habitants. Donc voilà, on raisonne un peu dans notre cadre national. C'était simplement parce que ça la précision. C'est le poids de l'histoire, là. Voilà. Ouais, on a un gros poids. Non, c'est des règles uniques qui sont pas de sens par rapport à chaque pays. Oui, parce que nous, on a cette spécificité-là. Ça. Les 75% de production d'électricité nucléaire. C'est spécial. On est le seul pays comme ça. Donc, du coup, moi je l'ai dit aussi, on aurait dû avoir un traitement particulier tenant compte de ça. Ouais. Bien, moi je vais abonder de ce qui a été dit, notamment par rapport à l'hydroélectricité et à la micro-hydroélectricité, parce qu'effectivement, on peut tous regretter, je pense, que l'on soit amené pour des raisons économiques et après pour des raisons scientifiques qui restent quand même à démontrer, à supprimer tous les petits seuils qui existent sur nos rivières, qui existent depuis des décennies, voire avant bien davantage, et qui n'ont jamais nui ni à la circulation des poissons, ni à l'environnement. Bon, donc, pour pouvoir continuer à les exploiter, il faut faire des échelles à poissons, ce qui est un investissement qui est lourd au départ. Et effectivement, le propriétaire de moulin n'est pas toujours en capacité de faire ce genre d'investissement. Donc, il faut supprimer les chaussées. Donc, pour la continuité écologique, et les agences de bassin aussi vont dans ce sens, mais bon, elles sont des directives qui viennent d'ailleurs. On finance la démolition on finance la démolition des chaussées et on n'aide pas du tout à la fabrication des aides à poissons. Donc on a du mal à aller vers de la microélectricité qui pourrait permettre de fonctionner surtout en autoconsommation. Et en fait, la problématique des énergies renouvelables, c'est pas tellement le chiffre global important qui est essentiel, c'est surtout l'addition des petites économies et des petites productions qu'on peut faire ici ou là qui nous permettront d'arriver à un résultat. Dans le cadre de la communauté de communes, nous travaillons sur un plan climat, air-énergie, et donc effectivement à l'horizon 2050, l'objectif c'est de produire autant d'électricité que l'on consomme. Comme la région d'ailleurs, Occitanie s'est fixé cet objectif. Et nous, une de nos inquiétudes qui a été soulevée par le président Labarthe l'autre jour en conseil communautaire, c'est qu'effectivement, avec l'ouverture à la concurrence des grosses productions d'électricité EDF, et notamment nous, en ce qui nous concerne le barrage de Cajar notamment, l'EDF n'a pas fait de travaux de mise à niveau jusqu'à ce jour. Et donc aujourd'hui, pour un investisseur, est-ce que ça va l'intéresser ou pas? Quel est l'avenir de ce type de structure alors qu'il y a des investissements importants pour les remettre à niveau? C'est une véritable inquiétude. Bien sûr. Et dans l'hypothèse où ce type d'équipement serait plus ou moins abandonné, notre objectif 2050, il sera quand même difficile à atteindre parce que ces productions-là sont hyper importantes pour nous. Voilà. Donc travaillons effectivement sur le photovoltaïque autant que se faire se peut. Et aujourd'hui, il y a quelques projets qui apparaissent ici et là d'importance variable. Qui va aussi poser un problème d'acceptabilité, enfin en référence à certains soucis, mais il faut aller vers ça. Le problème qui se pose quand même, c'est le raccordement au réseau. Et apparemment, il y a des puissances supplémentaires qui ont été accordées par département, et il semblerait que le Lot ne fasse pas partie des départements très bien notés. Voilà, donc c'est quand même inquiétant. Et là, un dernier thème de mon intervention, c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, il faudra changer les habitudes de consommation, ne plus consommer à milieu de nuit, mais consommer à midi, par rapport à la production d'énergie photovoltaïque, entre autres. Le problème, c'est qu'en fait, si on consomme davantage de nuit, c'est parce qu'il y a des tarifs plus attractifs. C'est pas parce qu'on consomme ou de l'énergie verte ou de l'énergie fossile. Autrement dit, il faudra aussi modifier un peu les tarifications. Sur de l'autoconsommation, on peut très bien le concevoir. Sur la consommation plus globale, ça me paraît plus compliqué à mettre en place, malgré l'intérêt que ça pourrait représenter. Alors, je veux juste redire pour la petite hydroélectricité, c'est vrai que dans la loi, il est écrit maintenant qu'elle doit être favorisée. Après,
dans les différentes régions, ça ne se fait pas de la même façon. Moi, j'ai cru comprendre, parce que moi, j'ai demandé. Parce qu'il était évoqué une région dans laquelle les projets n'avançaient pas, ou ne pouvaient pas émerger. Et c'est la région Occitanie. C'est Adour-Garonne. Donc là, moi, j'ai dit dans l'hémicycle que par rapport aux lois sur la continuité de l'eau, etc., les usages, etc., et la continuité écologique, qu'on applique la loi, rien que la loi, mais pas plus, quoi. Et que, effectivement, tenant compte de ce qu'historiquement on sait, ce que tu as rappelé, à savoir que non, l'impact sur l'environnement n'est pas quand même, et qu'on a su déjà depuis le XVIIIe siècle régler ces problèmes-là, et parce qu'on pêchait, et parce qu'on faisait attention à tout ça, et en tenir compte. Donc je tâcherai de réintervenir sur ce sujet, parce que moi, ça me paraît un levier important, et qui fait partie du mix d'énergie renouvelable et à développer, parce qu'on a laissé un petit peu trop ça de côté. Bonsoir, Alban Aubert de l'association Quercy Énergie. Alors j'avais pas vraiment de questions, mais comme je voyais que j'avais deux petits commentaires qui me venaient. C'est sur une soirée autour du stockage de l'électricité, j'étais assez content qu'on évoque le réseau, parce que même si le réseau en soi ne représente pas du stockage, ce serait dommage de voir le stockage de l'électricité comme une possibilité de vivre en autarcie, c'est-à-dire coupé du réseau. Le réseau représente aussi un formidable outil de solidarité. Il y en a des gens qui produisent quelque part, des gens qui consomment. Donc c'est aussi effectivement une sorte de stockage instantané en quelque sorte. Et puis on n'a parlé que de l'électricité. Par contre, l'électricité c'est 25% de la consommation d'énergie finale. On a des besoins en transport, mobilité, chauffage. Il y a aussi la possibilité, alors qui va être aidée par la technologie, mais même sans saut technologique, de stocker de l'électricité en gaz. Alors on a parlé d'hydrogène, mais il y aura aussi la méthanation qui a été inventée par un certain Sabatier, gars du coin. Et donc le rôle et l'importance d'avoir des réseaux bien entretenus et électriques, gaz et chaleur, parce que demain, effectivement, ces trois réseaux permettront d'avoir une solidarité entre eux, solidarité énergétique et même peut-être économique. Et l'autre point, alors c'était un peu dilué dans le débat, mais autour des petits projets de producteurs d'énergie électrique, que ce soit de la micro-hydroélectricité ou des projets ENR citoyens, nous on insiste sur le fait que effectivement on en a besoin de ces petits projets, entre guillemets, alors petits, je mets des guillemets, parce que si on considère que parce que c'est du renouvelable, on peut continuer à faire du business as usual en faisant venir des développeurs et des capitaux privés sur des unités de production d'énergie renouvelable, on continue à être droit dans le mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les urgences elles sont environnementales, sociales et démocratiques. Si on ne traite que l'environnement en faisant du renouvelable à tout prix, on se coupe le côté social et démocratique. Or, c'est ce que permettent des projets comme Céléwatt, où on mixe effectivement de la production d'énergie renouvelable locale, avec un faible impact carbone. On ne va pas dire qu'il est à zéro, mais il y a un faible impact carbone. Et puis, il y a de la démocratie, il y a du social, il y a de la solidarité, et c'est très important. Donc il faut continuer à investir dans les énergies renouvelables, grâce au réseau, grâce aux projets citoyens comme c'est. Alors moi, justement, je suis intervenue hier sur la commission mixte paritaire sur la loi de énergie-climat, pour dire que ce qu'on ne voit pas dans le projet du gouvernement, parce que moi j'avais mis un amendement qui a été, donc quand on a eu la loi au Sénat, et je vais vous le lire, l'amendement. L'amendement, il disait « Le gouvernement élabore une stratégie pour le développement des projets d'énergie renouvelable détenus pour toute ou partie par les citoyens et collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie devra notamment inclure tout un certain nombre de choses. » Donc ça a été voté au Sénat. Et lors de la CMP avec les députés, ça a été enlevé. Donc je me suis insurgée, parce que ce n'est pas le seul amendement qu'on avait voté au Sénat. Au Sénat, on est la Chambre des territoires, et effectivement, quels que soient les bancs et les groupes politiques, on arrive à faire entendre cette chose-là, et à être parfois d'accord pour voter. Et puis, passage avec les députés, et je me suis insurgée, j'ai dit, mais là, c'est quelque chose d'intéressant. Où est le projet partagé sur la France? Et je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un problème là. Et moi, je le dis déjà depuis 2 ans, j'ai dit, si les citoyens, les élus locaux, vous ne faites rien,
C'est des grands groupes qui vont venir, qui vont implanter un truc là, un truc là, un truc là, de façon anarchique et pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, en commission d'aménagement du territoire, on a eu, c'était je crois le vice-président du département de Charente-Maritime, quelque chose comme ça, qui nous a parlé des projets éoliens qui se sont développés de manière anarchique sur le département. Et c'est terrible. C'est-à-dire que c'est arrivé à tel point que plus personne ne peut voir les éoliennes, voilà. Parce qu'il y en a trop, parce que ça a été mal conçu, mal fait, et parce que, vraisemblablement, il y a eu des sociétés qui ont bien travaillé sur le terrain, qui se sont implantées un peu n'importe comment, et c'est vrai qu'on cherche le plan. Avant, on avait EDF. Bon, quel que soit comment ça a été géré, bref. Et il y avait une stratégie nationale pour cette chose qu'on avait en commun d'avoir de l'électricité sur notre réseau. Et là maintenant, déjà EDF, a ouvert la concurrence, etc. Et maintenant, c'est une dérégulation, comme tout ce que fait le gouvernement actuellement. Si vous saviez partout, dans toutes les lois, tout ce qui est dérégulé, et ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais nous, quand on voit passer les lois, on se dit c'est effarant, tout ce qu'ils mettent. Et là, c'est ça. Et même sur des projets comme ça, quand on propose qu'il y ait des stratégies pour faire en sorte que sur les territoires, et qu'on aide à la fois les citoyens et les collectivités, et qu'il y ait une stratégie sur tout le territoire pour qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent en place. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Eh bien non, on ne veut pas. Mais non, parce que de toute façon, c'est pour donner aux grands groupes. Et là, eux, ils ont l'argent, ils ont les moyens, etc. Et quand on se rendra compte comment ils se sont implantés plus tard et qu'ils ont mis des gros projets ici et là sans tenir compte de ce qui aurait été équilibré de faire, ce sera trop tard, ce sera fait, et puis ils feront de l'argent, et puis ils nous le vendront bien cher. C'est moi ce que je déplore. Nous, on lutte comme on peut, mais on n'est pas majoritaire. Ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Donc, Moi, je voulais revenir sur l'histoire de réseau. Vous avez parlé des connexions extra-européennes, etc. Est-ce qu'on sait la perte dans le réseau quand on fait des grosses lignes des 400 000 volts et qu'on transporte de l'énergie? Il y a une grosse part qui disparaît. Donc quel est l'intérêt à terme d'avoir ce genre de choses et pas favoriser, même si on doit entretenir localement les réseaux correctement, on est bien d'accord. Donc je pense que c'est un problème aussi, moi, on perd beaucoup. Oui, mais c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'était le fait de partager et d'avoir quelque chose sur la maille du pays et qui permette à tout le monde d'avoir l'électricité. À la base, c'est ça. Le réseau, c'est quand même ça. Il a bénéficié à tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a des pertes. Ça, c'est des pertes par effet Joule. Combien ? À combien ? 6%. Oui, 7%, 8% pour les pessimistes, 7% c'est non. Ça aussi, on a toujours dit, on ne va jamais faire circuler un TGV avec un parc de la taille de Céliwat. Donc c'est clair qu'il faut qu'il y ait à un endroit une production de puissance suffisante, parce que même si chacun est auto-consomme dans sa maison, il reste encore les lycées, les usines, les administrations, etc. Mais il n'empêche que plus on va décentraliser la production, plus on va économiser. Nous on dit 1 kWh produit à Bringues, c'est l'équivalent de 1,07 kWh produit dans une grande centrale. Parce que lui, il va être consommé dans un rayon de 3-4 km. Donc il y a cet équilibre. Et bon, désolé si je reviens sur mon tropisme européen, mais c'est clair, si on se compare avec nos pays voisins, on est un des pays qui a la production la plus centralisée, parce que ça s'appelle bien une centrale nucléaire. Donc il y a là aussi un enjeu. On peut, sans même augmenter la production, on va dire à même production mesurée en kilowattheure multiplié par X, la façon dont elle est décentralisée dans la production peut économiser jusqu'à 7%. Et 7%, c'est énorme. Pour compléter, si on prend par exemple notre voisin allemand, qui est le champion de la production d'énergie renouvelable, il a un réseau qui, pour le coup, est beaucoup moins structuré, parce que c'est un État fédéral. Et vous avez le nord de l'Allemagne qui produit énormément d'énergie renouvelable, et les industries qui sont dans le sud. Et pour relier les deux, ils sont obligés de passer par un voisin européen. Et ce sont du coup les autres pays qui régulent, entre guillemets, pour eux, cette électricité. Donc on a besoin de ce réseau
on peut assumer cette perte effectivement pour assumer la production. Et même si on a effectivement un schéma central, des outils comme Céléwatt ou comme d'autres unités de production locales vont faire qu'on va entretenir et investir sur le réseau local. L'électron, physiquement, il ne bouge pas beaucoup, il va au plus vite. Donc ça peut aussi éviter d'avoir à renforcer des grosses lignes, des grosses 400 000, si on a un maillage de petites unités. Donc c'est tout cet équilibre à trouver. Et je le redis, électricité et gaz, et d'avoir des possibilités de croiser les deux réseaux, et ça rend les choses importantes. Je voulais rajouter un truc tout à l'heure sur la dérégulation, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je ne vais pas D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se dérégulent, il n'y a plus de régulation, mais il y a quand même, Fausto l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a des plans climat air énergie territoriaux qu'on porte dans des intercommunalités, dont le Grand FIJAC, et c'est aussi une manière de pouvoir faire de la planification. C'est vrai qu'on observe qu'aujourd'hui, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont des développeurs privés qui font des réserves des foncières avec des promesses de baux, et ils bloquent finalement les projets en promettant, non les merveilles d'ailleurs, et la collectivité, grâce au plan climat, grâce au PLUI, peut effectivement planifier ça et permettre que, surtout, de partager l'éco-bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre un privé qui va investir des capitaux sur un projet même équivalent à Céléwatt et qui va laisser sur le territoire la taxe et un loyer et repartir avec le reste du capital, qu'un projet où effectivement on partage avec la collectivité, les citoyens, l'épargne locale. Là, les capitaux circulent beaucoup plus localement, et du coup, il y a beaucoup plus de co-bénéfices. Bien sûr. Alors les vertus, elles sont évidentes, mais c'est juste que entre un privé et puis des collectivités, la facilité n'est pas la même. C'est pour ça que dans le projet de loi, moi je mettais une évaluation des obstacles réglementaires, administratifs et financiers auxquels ils font face. Des choses comme ça pour aider. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas au même niveau, les privés, pour eux tout est bien plus facile. C'était aussi un peu pour... Enfin, je ne suis pas l'avocat des élus des petites communes rurales de chez nous, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que écologiquement, dans les montages juridiques et économiques, c'est très compliqué. Mais c'est ce que je dis, c'est ça. En disant, moi je vous propose 6 000 € l'hectare. Tout prêt. Là, oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est ce qui se passe en fait. Et tout l'intérêt vous parlez de la démocratie tout à l'heure, l'intérêt c'est que effectivement, les citoyens, les collectivités reprennent un peu la main de ces outils pour pouvoir mieux le demander ou l'organiser. Et d'ailleurs dans l'amendement, moi je demandais qu'il y ait des objectifs nationaux qui soient fixés par rapport à ça. Donc ça, c'est non. Voilà. Excusez-moi, il y a 2 personnes. Oui, donc vous avez évoqué les 3 solutions de stockage pour 2035, on va dire. Donc le STEP de mémoire, l'hydrogène et puis le chimique. Est-ce que vous avez regardé, j'imagine que oui, tous les aspects environnementaux, bilan carbone, en comparaison de ces 3 solutions, donc ça m'intéresse. Et on a regardé les rendements aussi. Oui. Parce que c'est évidemment important. Alors la STEP, c'est encore après. L'impact environnemental d'une STEP, il est évident puisqu'il faut construire un bassin, etc. Donc évidemment, il y a un impact. Mais il y a un très bon rendement, à 85% à peu près, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Les autres rendements sont nettement moyens, notamment la fabrication, l'hydrogène. C'est pour ça qu'il faut attendre que soient mis au point des électrolyseurs qui aient des meilleurs rendements. Je ne sais plus le rendement, mais c'était en dessous de 50%. Donc voilà, bien sûr, on a regardé ça. Et pour les batteries, c'est une technologie qui avance de manière phénoménale. Entre la taille des batteries, les capacités de stockage, etc., ça évolue quasiment d'une année sur l'autre. Donc c'est difficile de se rendre compte, en tout cas, elles deviennent de plus en plus performantes, les batteries. La STEP, c'est ce qui reste pour l'instant le mieux. Après, il faut trouver les endroits pour les mettre. Donc nous, on en a 6, donc pas mal dans les Alpes, dans les Pyrénées aussi. Pour trouver d'autres sites, ça va peut-être être compliqué, même si, quand on verra de faire du stockage, ce serait bien qu'on ait 1 ou 2 steppes de plus. Et moi, j'avais rencontré un chercheur qui me disait qu'au Japon, il y avait des steppes en bord de mer, avec les falaises, et que peut-être en France, on pourrait faire ça. Mais alors imaginez, si on veut faire ça, dégâts sur l'environnement, enfin voilà. Déjà sur le paysage, donc je sais pas. Après, il faudra que tout le monde regarde bien les choses en face.
Si on veut continuer à avoir de l'électricité et avoir une part du nucléaire qui diminue, parce que le nucléaire, c'est la production d'électricité en masse, c'est énorme ce qui sort d'une centrale nucléaire, il faut remplacer par beaucoup, beaucoup d'installations. Après, il faut que tout le monde soit, je veux dire, à regarder ça et se dire, je ne vais pas tout refuser, ni les éoliennes, ni une steppe installée à côté de chez moi, parce que ça, voilà, ça dénature le paysage, etc. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Voilà. Moi, j'ai rien contre le photovoltaïque, mais j'ai mal posé ma question sans juste penser au bilan environnemental. Oui. Fabriquer des cellules photovoltaïques, voilà. de la chimie lourde. C'est ça. Et c'est vrai qu'une fois que la centrale photovoltaïque est à côté de chez moi, j'ai plus de problème, j'ai plus trop de problème. Mais oui, sauf que après, quand en fin de vie, il faut voir comment les matériaux seront traités, comment ils ont été extraits, etc. Et là, les bilans sont pour l'instant pas très très bons, ni pour les batteries, ni pour les panneaux photovoltaïques. Oui. Mais pour les batteries, voilà, pas de compétences. Non, sur les panneaux, je pense qu'il faut être réaliste, même si toujours cet été, il y a eu la remarque d'un élu du Grand Figeac qui compare les déchets nucléaires aux déchets photovoltaïques. Bon, non, je pense que là, il a quand même été un petit peu loin dans sa comparaison. On a fait des gros progrès sur le taux de retour énergétique, qui est quand même une question. Il faut de l'énergie pour fabriquer des panneaux. On est passé en quelques années de 3 ans à 1 an et demi. Ça veut dire que cet hiver, les panneaux de Céloite vont commencer à produire leur premier vrai kilowatt, puisqu'en fait, pendant 1 an et demi, on va simplement rembourser l'électricité nécessaire à la fabrication. Mais ça serait la même chose aussi pour, je sais pas, si on fait une centrale, là, il faut du béton, donc c'est aussi un temps. Ensuite, sur la composition des panneaux, tout ce débat sur les métaux lourds, nous on utilise une technologie qui est ancienne, qui a 40 ans, c'est pas les nouvelles technologies de photovoltaïque en couche simple, en couche mince, il n'y en a pas dedans. Et Veolia vient de construire une usine de recyclage des panneaux, alors dans le Var, enfin en tout cas dans le sud-est de la France, le taux de recyclage annoncé par Veolia c'est 98%, c'est peut-être un peu optimiste, mais ça serait simplement 95%. Un panneau, c'est beaucoup de verre, d'aluminium, de fil de cuivre, et il n'y a pas grand-chose derrière. Et le silicium. Oui, c'est vrai. Donc en fait, personnellement, je préfère avoir beaucoup de panneaux photovoltaïques autour de chez moi que quelques grammes d'un déchet de centrale. Sur cet aspect-là, je pense qu'il n'y a pas de... Après, la question se pose des conditions de fabrication des panneaux. Et celle-là, je reviens sur ce que disait Alban, c'est l'intérêt d'un projet citoyen. On peut se poser ces questions-là. Je veux dire, les habitants de Gramat, quand la CNR est arrivée et qu'elle a couvert l'ancienne décharge avec 6 ou 8 hectares de panneaux, ils n'ont rien eu à dire. Nous, on va faire un parc à Caraillac. On a déjà fait une visite avec les voisins. On a fait une présentation à l'aide conseil municipal. C'est chose qu'on peut discuter. On n'aura pas d'intérimaire sans masque de protection travaillant sur notre chantier s'il y a un danger. Et on peut aussi discuter d'où viennent nos panneaux. Donc là, on sait d'où viennent nos panneaux. On aurait voulu des Européens. Il y en a pratiquement plus. Ils viennent de Thaïlande. On s'est renseigné sur leur bilan, y compris même le bilan énergétique, au risque de surprendre. Mais le bilan énergétique est meilleur de faire venir de loin des panneaux tout faits que de faire venir des composants et de l'assembler ici. En tout cas, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser quand on est sur un projet citoyen, et c'est ça le gros avantage. Sans avoir la solution miracle, parce que la seule énergie miracle, c'est celle qu'on ne consomme pas. Toujours sur le parc de Bringues, je souhaiterais savoir quel est l'investissement global qui a été nécessaire pour arriver à construire ce parc et quelle est la répartition des participations au départ et combien il y a de personnes qui ont pris quelle somme de parts pour arriver à monter ce projet. Bon, voilà, très vite, parce qu'on est un peu loin du stockage. Donc le parc de Bringues, en arrondissant, c'est 300 000 €. Le parc qu'on fera à Caraillac, ça sera 250 000 €, parce qu'entre-temps, le prix des panneaux a baissé et on a un peu plus de technologie. Ça, c'est très intéressant, parce que 250 000 € pour produire, pour monter un parc de 250 kW crête, ça veut dire qu'on a un ratio de 1 € investi pour 1 watt crête installé. C'est exactement le chiffre que le PDG d'EDF a annoncé pour son plan photovoltaïque sous pression du gouvernement pour se diversifier. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un projet citoyen a le même taux d'investissement que celui qui est annoncé par EDF. Et c'est ça aussi qui est important, parce qu'on n'a pas les économies d'échelle qu'a EDF s'il fait un parc de 300 hectares, avec un parc qui fait 1,5 hectare.
Mais on a de l'engagement citoyen, du bénévolat, un loyer qui n'est pas à 6 000 euros, qui est, merci à la commune de Bringues, à 50 euros, etc. Donc on arrive aujourd'hui à avoir le même euro investi pour la même puissance que les grands parcs. Et à la fin, on va produire à Carayac à 7 centimes, parce qu'on n'a pas parlé du prix de l'énergie. Si on revient à ce débat européen, l'énergie est très très peu chère en France comparée à tous nos voisins européens. Oui. Pourtant, l'industrie allemande continue à fonctionner. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et l'industrie belge aussi, elle fonctionne. Et ça, c'est un frein au développement des énergies renouvelables. Oui. Parce qu'au tarif actuel de l'énergie en Allemagne, on ferait beaucoup plus de projets d'énergie renouvelable en France. Je parle des projets non subventionnés comme le nôtre, sachant que les autres sont subventionnés. Donc voilà. Après, combien il y a de personnes? On est 421 sociétaires, je crois, au jour d'aujourd'hui, et on a un capital de 270 000 euros, c'est-à-dire qu'on a financé sans emprunt le premier parc. Je voudrais dire une dernière chose, parce que tout à l'heure on a, disons, parlé de la région Occitanie comme étant une région dans laquelle il est difficile de faire de la petite hydroélectricité. On a une grande chance par rapport au reste de la France en Occitanie, c'est le programme du Conseil régional. Quand il y a un projet citoyen, si vous êtes sélectionné, chaque fois qu'un citoyen met 1 euro jusqu'à 500 euros, la région met 1 euro jusqu'à 500 euros, jusqu'à un plafond de 100 000 euros. Donc c'est un système incitatif, et si vous regardez la carte de France des projets citoyens de solaire au sol, ben, c'est pas une surprise, ils sont tous en Occitanie. Et ça montre que à l'échelle régionale, quand il y a des élus qui veulent faire quelque chose pour encourager les énergies citoyennes, là on a la chance d'être dans une région pilote. Après, on a toujours les aberrations. Ça coûte plus cher de se raccorder dans l'ancien Midi-Pyrénées que dans l'ancien Languedoc-Roussillon, parce que la taxation est différente. Allez savoir pourquoi. Voilà. Mais là-dessus, on a la chance pour les projets citoyens d'être en Occitanie. Je ne sais pas s'il répondu grosso modo. Si, sur la répartition du capital. Ah, pardon, sur la répartition du capital, oui. Donc, on a un projet assez atypique. 98% du capital est propriété de citoyens. Et donc 2%, c'est les collectivités, les coopératives, associations. Donc là, on a une marge pour les élus qui sont présents de participation au capital. En général, enfin, dans les autres projets en France, on est plutôt souvent autour de 30% de participation des collectivités. Mais nous, on ne demande qu'à développer ça. Mais pour le moment, quand on dit que c'est un projet citoyen, 98% des personnes physiques, donc c'est vraiment les 420 personnes qui sont propriétaires. Et on espère être 500 à l'inauguration du parc de Carayac. J'ai encore 30 secondes pour dire, et sur ces 420, il y en a 85 qui sont des mineurs. Parce que si on veut montrer que notre génération, on a à peu près dans la même fait un effort pour transmettre une planète encore à peu près vivable aux générations suivantes, on a proposé cette chose symbolique, des parents ou des grands-parents achètent une part au nom d'un mineur. On met le prénom même du mineur sur des panneaux. On a aujourd'hui donc 85 mineurs de quelques semaines à 16 ou 17 ans qui ont des panneaux. Si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, on peut vous expliquer le mécanisme. C'est très chouette, je trouve ça bien. Une question là-bas. Bonsoir. Est-ce que vous parliez de l'existence de steppes au niveau de falaises au Japon? Est-ce que ce sont des installations importantes, ou est-ce qu'on pourrait concevoir que ça fonctionne sur un schéma de micro-installation? Ce sont des installations, j'étais en train de chercher parce que j'avais noté exactement de combien il s'agissait. Non, ce n'est pas des installations très importantes, mais c'est des installations qui fonctionnent depuis très longtemps. En utilisant pour les deux bassins la dénivellation de la falaise. Non, c'est pas très important, mais j'ai plus les chiffres là, il faudrait que je retrouve. Oui, je peux donner un exemple que j'ai vu. Si vous connaissez les îles Canaries en Espagne, la plus petite des îles s'appelle El Hierro. El Hierro, c'est une île qui a 8000 habitants. Et ils sont là justement en bordure d'océan Atlantique, puisque c'est une île. Et ils remontent, si ma mémoire est bonne, c'est une île qui fonctionne avec l'énergie éolienne. Donc ils ont des éoliennes sur le plateau. Et donc du bord de l'eau, ça monte. Et c'est une installation à l'échelle d'une communauté de 8000 habitants. Voilà, et il n'y a pas... De mémoire, je ne sais pas à quelle hauteur est ce qu'on pourrait appeler le COS, mais il n'est pas à 2000 mètres d'altitude. Donc je pense que c'est un projet qui pourrait être intéressant. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend en France quand on parle de steppe qui suppose d'être en altitude avec des grosses installations.
Mais je pense que la remarque que faisait Angèle Préville tout à l'heure, elle est pertinente. Est-ce que nous, on est prêt à accepter éventuellement une steppe sur le COS? Il faudrait qu'il y ait un peu d'éoliennes pour faire tourner le vent. Mais puis un peu d'eau dans le scellé. C'est même pas forcément... Ah oui, c'est la réserve. C'est pas nécessaire. Voilà, oui. Voilà. J'ai retrouvé. C'est une steppe à la mer donc, qui fonctionne tous les jours très bien à Okinawa. Et elle fonctionne depuis 25 ans. Et du coup, voilà. Et il me parlait, donc c'est un scientifique de l'Académie des technologies, de la possibilité sur les falaises de Normandie, où on pourrait avoir du 100 MW par jour. Enfin, je sais pas, voilà. C'est tout ce que j'avais noté. Donc c'est des projets qui n'ont pas du tout encore... D'abord les steppes, on les a depuis longtemps, on n'a pas de nouveaux projets. Donc peut-être que dans l'avenir, on pourra envisager ce genre de choses. Après, il faut étudier, suivant le relief, voilà, ce qu'on veut faire. Et puis ce qui va compter beaucoup, c'est l'équilibre économique. Un des enjeux, c'est pour qu'une steppe, même à plus petite échelle, puisse se faire, El Hierro, l'électricité, il est forcément très cher, puisqu'ils sont très loin. Et du coup, donc ça crée la possibilité. Ouais. Mais je veux dire, s'il y a un prix de rachat d'électricité à une heure creuse très très élevé, pour les îles, peut-être qu'un jour, monter de l'eau en circuit fermé entre le COS et une vallée serait économiquement rentable. Mais aujourd'hui, au prix de l'électricité extrêmement bas qu'on a en France, même si la capacité technologique existe de le faire, je vois ça difficilement dans les conditions de prix actuelles. D'autres questions? Tout à l'heure, on a parlé d'un mot qui, des fois, nous hérisse dans le lot. On a dit méthanation. Donc, on n'a pas parlé de la méthanisation. Est-ce que vous pouvez expliquer la méthanation pour le système? Oui, la méthanation, c'est la combinaison donc, de l'hydrogène avec du CO2, donc H2, avec du dioxyde ou du monoxyde de carbone, donc CO et CO2, et on fabrique du CH4, du méthane. L'avantage du méthane, c'est que il est effectivement, oui, c'est un bon combustible et il est parfaitement adapté à nos réseaux de gaz actuels, donc on peut le mélanger avec aujourd'hui ce qu'on appelle le gaz de ville, mais qui est du gaz fossile. Et progressivement, si on le remplace par du méthane issu de ce stockage de l'électricité, enfin, j'avais pas préparé la présentation, alors j'essaie de pas rentrer trop dans la technique, mais de dire effectivement quand on a des pics de production d'électricité, donc des steppes, bon. J'ai passé longtemps dans le Nord-Pas-de-Calais, j'étais pas très loin de l'Europe, nous on avait un peu peur que ce soit la seule solution, parce qu'on voyait pas trop où on allait élever l'eau, mais par contre de dire, si je produis effectivement l'électricité, je fais de l'hydrogène, qui peut avoir d'autres problématiques de stockage et autres, on peut aussi la combiner avec du gaz carbonique et la faire rentrer dans un réseau de gaz. L'avantage du réseau, il est capable d'absorber aussi une pression, et c'est variable, et donc joue un rôle de stockage à ce moment-là, puisque on peut conserver du gaz dans un réseau plus longtemps et l'utiliser la nuit, effectivement, quand on va avoir des baisses de production, des variations plutôt négatives de production d'énergie renouvelable. Et donc le process est assez simple et très maîtrisé technologiquement. Il a valu d'ailleurs un Nobel à M. Sabatier, si je ne me trompe pas. Et pour l'hydrogène, on peut également l'utiliser dans les mobilités. C'est-à-dire, là on a dans certaines villes maintenant des bus qui fonctionnent avec des piles à combustible. Alors une pile à combustible utilise l'hydrogène et fabrique de l'électricité. Donc c'est des bus électriques avec une grande autonomie parce qu'en fait il y a un réservoir d'hydrogène qui est sur le toit et qui donc n'est pas une batterie en fait. Donc on a une quantité et qui est transformée en électricité. Donc le bus électrique il est plus puissant et il a plus d'autonomie. Moi j'ai vu ça fonctionner en Allemagne. Alors c'était pas de l'hydrogène vert. C'était l'hydrogène qui était le sous-produit des industries chimiques allemandes. Donc ils ont de l'hydrogène et c'était à Cologne. Donc ils commencent à mettre sur toute la ville des bus à pile à combustible, donc ils fonctionnent à l'hydrogène. Donc ça pourrait être un débouché aussi ça, parce qu'on va avoir besoin pour nos petites lignes de chemin de fer, par exemple. Ça c'est pour du transport en fait plutôt, hein. Parce qu'après pour faire des voitures à hydrogène, ça nécessiterait d'avoir tout un réseau. Parce que là, c'est toute une infrastructure qu'il faut mettre en place après. Hein. Les distributions d'hydrogène, etc. C'est compliqué, ça. Mais, oui. Oui, je vais faire un parallèle plus d'actualité sur l'électromobilité, parce qu'on parle beaucoup de la voiture électrique. Et là également, c'est tout un réseau
une infrastructure à mettre en place, alors qu'on a nos stations-service qui pourraient être converties en stations gaz. Et le gaz aussi est un vecteur de mobilité, alors soit en forme hydrogène pour faire de l'électromobilité portée, mais également en combustible pour des moteurs à combustion, donc des moteurs thermiques au gaz. Et ça existe aussi, et à Lille, ils alimentent une partie de leur flotte effectivement avec l'unité de valorisation organique, pour pas dire méthanisation, mais c'est effectivement avec un mélange avec le gaz. Quelqu'un, des questions encore sur ce stockage ou sur des projets Il y a des bus aussi dans lesquels il y a des volants d'immersion qui permettent de faire tourner le volant d'immersion. Quand ils ont besoin de tourner. On peut aussi, bien sûr, oui. Voilà, c'est comme toutes les méthodes de stockage. Après, il faut mettre au point la technologie, etc. Donc, Ce qui me laisse un peu perplexe quand même, c'est cette notion de dire que le stockage n'est pas nécessaire avant 2035. Alors, si ça repose simplement sur des modélisations, moi je crains toujours les modélisations. Et bis, si ça repose sur les réseaux, moi aussi je crains toujours les réseaux. Je me rappelle de, je sais pas, il y a 10 ans, il y avait un câble qui avait été coupé à Hambourg par un bateau, un câble très haute tension, et on s'était retrouvé dans le noir, je sais pas où, ça devait être à Montauban ou un machin comme ça. Donc je crains à la fois et les réseaux et les modèles. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ça ? C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que globalement, on n'aura pas de problème de stockage réel pour faire en sorte que les réseaux fonctionnent, etc. On ne l'aura pas. Il n'y aura pas cette problématique-là. Maintenant, ce que vous dites sur un accident, effectivement, ça provoque des choses en cascade. Ça, de toute façon, il y a un foisonnement européen et des épisodes comme ça, on en connaît dans d'autres pays du monde parce que c'est un accident, il y a quelque chose. Moi, ce que je vous ai dit, c'est sur un fonctionnement normal. Donc, sur un fonctionnement normal, avec l'entrée des énergies renouvelables telles qu'elles se produisent, il faudrait que ça aille un petit peu plus vite malgré tout. Et parce qu'on garde quand même, je ne sais pas, nous, on a voté d'ici 2035 de passer à 50% de nucléaire. Donc, jusqu'en 2035, on aura au-dessus. Donc, là, on a une grosse stabilité avec nos centrales nucléaires, malgré tout. C'est de fait. C'est une prévision. 50% nucléaire en 2035. Oui, c'est pas sûr que ça va être comme ça. En plus, mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire, pour l'instant, on est à 75%. Donc, là, il a été annoncé que les 2 centrales de Fessenheim fermaient début d'année prochaine, février, juin, je crois. Voilà, les 2 tranches. Voilà. Donc, du coup, c'est les 50%, c'est le seuil à partir duquel il faudrait stocker l'énergie renouvelable. Les 50% de production d'énergie. Voilà, oui. Et encore, il faudrait. Ces choses-là, ça se verra au fil de l'eau, en fait, comment les choses vont se développer, parce qu'on va dépendre aussi, du coup, de la manière dont se développe l'électricité dans les autres pays, puisqu'on a du foisonnement et des échanges avec les autres pays. Donc, du coup, on est en interdépendance aussi. Je ne sais pas si on peut faire des prévisions comme ça. Oui, moi, je pense juste que les logiques locales et de réseau, c'est des choses qui sont complémentaires. Moi, par contre, je suis quand même un petit peu inquiet du fait de la dérégulation, notamment des risques de blackout qu'ils peuvent avoir en Europe. Il faut juste, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais les conséquences que ça peut avoir sur quelques jours dans une région, ça va très 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 vite. Les pompes à essence, c'est l'électricité. Les hôpitaux n'ont pas des réserves d'énergie pour très très longtemps. Voilà, donc c'est pas, je veux pas. Moi, j'ai pas envie de me sentir sur le pont du Titanic et entendre la jolie musique. Et je pense qu'il faut être individuellement responsable et aussi localement. Et toutes les échelles sont complémentaires. Bien sûr, mais moi je pense qu'on a un très bon réseau parce que justement on a cette histoire de cette production d'électricité en masse centralisée. Donc on a ce qu'il faut. Après, il faut que tout soit entretenu. On est dans le foisonnement. Il y a toujours des possibilités. Après, le blackout, il y en a, il y a des exemples. Ça peut venir notamment simplement d'un défaut d'informatique ou des choses comme ça. Ou alors
Il y a des attaques qui peuvent venir aussi, hein, ça existe. Alors ça, c'est un petit peu imprévisible. Et puis le réseau, alors je ne le savais pas, autant fervent défenseur du réseau, mais le réseau, c'est aussi un formidable outil justement pour éviter l'accident. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de... comme une pieuvre où on aurait une unité centrale et puis ensuite un réseau qui descend jusqu'au dernier niveau. C'est au contraire plusieurs mailles qui sont justement intermaillées, et le travail d'RTE, c'est de tester des accidents régulièrement pour voir si on peut fournir l'électricité par un autre chemin ou un autre, et garantir que le réseau, avoir un réseau en bon état, c'est aussi la garantie de se dire que si à un moment il y a un endroit qui pose problème pour une raison ou une autre, eh bien, le réseau vient en soutien et en support, plutôt que de petites grappes isolées qui, lorsqu'elles seraient finalement impactées, comment elles feraient pour se reconnecter, pour avoir accès à l'énergie. Donc le réseau a cette formidable force aussi. Et aussi, une formidable, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu de solidarité. J'ai parlé tout à l'heure en rigolant du Nord-Pas-de-Calais, mais quand en 2008 on nous a dit qu'il fallait tous faire 25% d'énergie renouvelable, avec le soleil, nous on se demandait, l'hydraulique, on n'avait pas beaucoup de pentes, le bois, il y a 2 forêts domaniales dans le Nord-Pas-de-Calais, donc nous on espérait très fort, je ne savais pas que je finirais en Occitanie à ce moment-là, mais on espérait très fort que l'Occitanie, avec son bois, ses pentes, son soleil, allait fournir beaucoup plus que 25% pour permettre aux habitants de Lille et Dunkerque d'avoir la lumière. Voilà, je caricature un peu. Et ils ont investi beaucoup sur l'hydrogène, justement, les premiers bus à hydrogène sont sur Dunkerque. Et ils ont un méthanier qui fait débat, mais effectivement ils investissent beaucoup sur les autres vecteurs énergétiques que l'électricité pour la mobilité. Et ils ont rendu leur bus gratuit. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est aussi. Et je pense que la question de se dire à partir de quand il faut faire du stockage, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens, c'est quel modèle économique et quel paysage énergétique on veut, et donc quels outils on a besoin pour ça. Et ça change un peu la donne. Oui, je voudrais compléter en montrant aussi l'importance du rôle des collectivités, parce que quand toi tu habitais dans le Nord-Pas-de-Calais, moi j'habitais dans une région pas plus ensoleillée, j'habitais en Belgique. Et sauf qu'en Belgique, on avait déjà du photovoltaïque sur notre toit et on avait déjà de l'eau chaude thermique. Simplement parce que les autorités belges, ayant moins de nucléaire et ayant plus favorisé les énergies renouvelables, c'est une question de prix derrière. C'est pas que c'est impossible. C'est-à-dire que si on faisait le parc de Bringues dans le Nord-Pas-de-Calais, il produirait grosso modo 25% de moins, on va dire, d'ici 1250, ici 1000 dans le Nord, donc 25% de moins. Donc si c'était payé 25% de plus, ça aurait les mêmes conditions économiques. C'est le choix, c'est la même chose que les Norvégiens qui décident de produire des patates dans le Nord alors qu'ils les achèteraient en Nord-Pas-de-Calais, ça coûterait moins cher. Donc là, il y a un rôle des pouvoirs publics de dire quel est le degré d'autonomie que je souhaite avoir. Et même chose, pourquoi il y a beaucoup plus d'énergie renouvelable en Allemagne qui n'a pas un climat plus favorable dans le Nord qu'en France? C'est un choix, et nous on a été un peu anesthésiés par un prix très bas de l'électricité. Et le deuxième élément, donc là il y a une marge de manœuvre. Moi j'ai dit plusieurs fois, par exemple c'est encore une fois une suggestion aux élus du Grand Figeac, l'eau chaude thermique c'est un investissement. Il y a des communes qui dans certains pays disent plus de nouvelles maisons si on ne fait pas de l'eau chaude thermique, parce que ça fonctionne toute l'année. Au mois de janvier à moins 1 degré dans la vallée du Célé, l'eau chaude elle est à 60 degrés. Donc c'est faisable, c'est un choix politique. Je vais faire un dernier commentaire sur la question des risques. C'est justement ça aussi un intérêt des énergies de flux. Parce que du photovoltaïque, on a une dépendance à l'étranger pour faire venir les panneaux. Mais une fois qu'ils sont là, ça fonctionne. C'est pas comparable à un gaz qui est tributaire de tensions entre l'Ukraine et la Russie. Donc derrière les questions d'énergie et d'énergie renouvelable et du choix du type d'énergie, il y a aussi le degré d'autonomie qu'on peut avoir dans nos décisions. On ne va pas être influencé pour savoir s'il faut être gentil ou pas avec Poutine si on est alimenté au photovoltaïque. Si on est alimenté avec le gaz, il ne faut peut-être pas se fâcher trop fort et vite avec Poutine. Oui, l'Algérie. Je voudrais savoir sur quel taux d'inflation se basent les parlementaires du prix du kilowattheure dans les 10 ans à venir. Parce que les réflexions ne peuvent pas être indépendantes de l'évolution qu'on prévoit du prix de l'électricité. Alors moi, j'aurais du mal à vous répondre sur ce sujet parce que je ne peux pas imaginer, comme vous dites, sur 10 ans. Mais attendez, sur des périodes comme ça, maintenant les choses changent tellement vite.
je suis pas, voilà, je peux pas faire des prévisions. Ça, c'est en plus que moi, je suis pas dans la commission finance, je suis moins confrontée à ces problématiques-là. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport à cette électricité, pour rappeler que effectivement, en France, on a cette électricité nucléaire qui nous a bien servi. On a beaucoup existé avec ça, et on porte ça maintenant. Et voilà, bon, les Allemands, eux, ils ont réagi, ils en avaient des centrales nucléaires. Quand il y a eu l'accident de Fukushima, ils ont décidé d'arrêter. C'est un choix politique, là. Voilà. Et nous, on n'a pas fait du tout le même choix. Voilà. En dehors de l'inflation, ce qu'on peut déjà donner, c'est une échelle des prix aujourd'hui, sur une perspective d'une vingtaine d'années, pour ce qui est négocié aujourd'hui. Bon, on ne sait pas exactement quel sera le prix du kilowattheure à Flamanville, parce que c'est encore un peu mystérieux, mais EDF a signé un contrat en Grande-Bretagne pour faire un EPR équivalent avec son partenaire chinois Hinkley Point. C'est un contrat sur lequel il y a scandale et débat dans la presse britannique. Le prix, ça dépend du rapport entre l'euro et la livre. Mais grosso modo, le prix qui a été négocié minimum par le constructeur, c'est entre 12 et 13 centimes d'euros. Donc on sait que si le prix tombait en dessous de 12 à 13 centimes d'euros, le gouvernement britannique compléterait. Donc ça, c'est un chiffre qui est officiel. Pour le parc de Caraillac, qui connaissent Perfer-Seloat, on va vendre à Enercop à 7 centimes. Ça veut dire aujourd'hui qu'un projet citoyen à petite échelle dans le Lot peut aujourd'hui produire de l'électricité à la moitié du prix de cette grande installation EPR de Hinkley Point. Voilà pour donner une idée. Après, il y en a qui disent que l'Arabie Saoudite va être capable de faire du solaire à grande échelle autour de 1 ou 2 centimes. Je parle toujours en kilowattheure. Et d'autres qui disent que le coût du grand carénage pour le nucléaire sera tellement important qu'il sera impossible de maintenir les prix bas d'électricité en France et qui vont augmenter. La réalité, c'est que personne ne sait ce qui se passera, je pense, dans 10 ans. Par contre, on peut dire ce qui se passe aujourd'hui. 13 centimes EPR, 7 centimes projet citoyen dans le Lot. Sur la durée de vie des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. Alors il y a deux durées de vie. La durée de vie comptable, nous on amortit sur 25 ans, d'autres projets le font sur 30 ans. Et la durée de vie réelle des panneaux, on sait qu'une technologie comme ça, il y a des panneaux fabriqués il y a 40 ans qui produisent toujours. Le fabricant garantit 80 ou 82% au bout de 25 ans. La réalité sur les panneaux qui ont été mis il y a 8 ans dans l'Aveyron, la baisse de production est inférieure à la variation annuelle. Donc si vous demandez à l'installateur, il vous dit on a perdu entre 0,1 et 0,2% par an. Donc c'est très peu. En tout cas, nous, on ne se fait pas d'inquiétude sur... c'est une technologie vraiment banale, c'est pas une start-up du point de vue technologique. Donc 25 ans de durée comptable, mais sans problème 40 ans. Autrement dit, c'est dans 26 ans que l'entreprise coopérative sera la plus rentable. Toujours si vous pensez à vos petits-enfants. Revenir au stockage, est-ce qu'on n'a vraiment pas une autonomie, la France, par rapport aux piles et aux batteries? Tous les matériaux viennent de l'étranger, voire de l'Asie. Oui. Ah ben bien sûr, oui. C'est pour ça que l'évolution des technologies et certainement vers des batteries zinc-air nous permettrait d'être plus indépendants. Et parce qu'il y a à la fois la problématique des matériaux, surtout, je ne sais plus lequel vient du comment ça s'appelle, Congo, RDC, voilà, RDC, et non seulement il y a la problématique des matériaux, mais il y a également les personnes qui travaillent sur la responsabilité sociale des entreprises, qui posent problème aussi. Donc il y a plein de sujets évidemment qui se croisent là. Et bon, on espère que l'évolution se fera dans ce sens-là. On a, alors du coup, je ne sais pas si ça a été fait, on a une entreprise française qui s'appelle Saft, qui devait signer un contrat de convention avec des entreprises belges, Solvay, allemandes, je ne sais plus laquelle, pour faire un géant de la batterie européenne, et un géant européen de la batterie, pardon. Et je ne sais pas si c'est en bonne voie, parce que quand je les ai rencontrés, ils espéraient beaucoup. Et ils espéraient beaucoup quoi? Ils espéraient que les entreprises automobiles françaises contractualisent déjà avec eux
pour lancer la fabrication de ces batteries. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Cela dit, on a Renault qui est quand même sur le marché avec la Zoé, qui était bien placée. Donc peut-être que ça se fera. Du coup, là, les infos, je ne les ai pas. Après, c'est sur les négociations qu'ils sont en train d'avoir entre eux pour monter ce projet-là. Je crois que la concurrence est très rude, parce que les Chinois, oui. ils font une voiture sur deux électrique, et du coup, ils ont une avance sur énorme. La technologie des batteries. C'est ça. Et pour les concurrents, j'avais les chiffres là, c'est... beaucoup d'investissements en R&D en Europe pour arriver à la hauteur. Les Chinois, ils ont en prévision, je ne sais plus combien, 1 million de voitures. Et puis évidemment, eux, c'est un truc de masse. Hein. Donc pour les concurrencer, c'est un peu difficile. Ouais. Oui. Vous avez parlé de comprimer l'air et nous sommes, nous, Hollandais français, en France, nous avons beaucoup de grottes et des anciennes mines. Alors est-ce que, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'importer des panneaux solaires de Thaïlande, ou nous avons des grottes nous-mêmes. Alors est-ce que c'est faisable ou est-ce que... Oui, c'est sûrement faisable, mais je pense que c'est pas une technologie très avancée. Parce qu'il y a cette technologie qui est utilisée, mais pas dans des grottes, avec des réservoirs. Et il y a déjà des projets qui se font dans d'autres pays, mais c'est très marginal pour l'instant. Et du coup, c'est vrai qu'on est à un moment où on ne sait pas vers quelle technologie on va aller le plus, quand il faudra mettre le stockage. Je pense que ça va se décanter au fur et à mesure. Parce que déjà, les technologies de batterie vont évoluer. Et peut-être qu'on ira plus vers ça parce qu'elles seront vraiment beaucoup plus performantes. Ou peut-être on ira plus vers l'hydrogène ou plutôt vers ça. On est à la croisée des chemins là. Ils vont se décider des choses et ça viendra aussi de tout ce que nos laboratoires de recherche auront mené comme recherche. Donc là, pour l'instant, il y a des choses qui sont à l'état de projets, de recherche, avec des projets pour... Et un projet, par exemple, c'est le projet Jupiter sur le stockage, sur l'hydrogène, et notamment sur les électrolyseurs pour améliorer le rendement, la durée de vie, etc. Donc voilà. Juste peut-être en complément, oui. Je pense qu'il ne faut pas opposer les technologies de stockage. On aura comme plein de sujets besoin d'une biodiversité d'unités de stockage parce qu'elles ont toutes des avantages et inconvénients, elles sont complémentaires, que ce soit sur la durée, sur la décharge, sur la capacité, la quantité à stocker. Donc je pense pas qu'il faut se dire il y en a une sur laquelle il faut investir en masse, il faut de la biodiversité encore une fois là-dedans. Et là c'est vrai que c'est aussi le rôle des scientifiques d'explorer avec effectivement des moyens qu'on leur donne pour qu'ils puissent explorer toutes les pistes pour avoir effectivement un panel de solutions. Et exactement comme sur la production d'énergie, il n'y a pas une technologie qui aurait un blanc-seing pour tout. C'est dans la diversité qu'elles sont complémentaires et qu'elles permettent d'éviter des accidents et assurer une production. On est sûr d'une chose, c'est qu'on ne fera pas du photovoltaïque dans les grottes.